Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, le président Macky Sall se fait plaisir avec un nouvel avion. Sa valeur estimée à 60 milliards, un aéronef à 320 pour les déplacements du chef. La lagune de Mbaling dans le collimateur des spéculateurs fonciers, ce qui inquiète les populations de la localité. Elles ont marché pour dénoncer les agressions dont la lagune est victime. Et puis la 133e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébrée d'une autre manière à cause de la pandémie de Covid-19. Des messes ont été célébrées un peu partout. C'est le cas à l'église Saint-Paul de Grand-Yoff où l'imam ratib de la localité y a pris part. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir d'Assane Gueye. Merci de nous accueillir chez vous. Le président Macky Sall s'offre un nouvel avion, un aéronef à 320 qui coûte près de 60 milliards de francs CFA, un bijou de commandement pour ses déplacements. Allons à la découverte de cet objet volant avec Serigne Gueye. Après l'avion de commandement présidentiel La Pointe de Sangomar qui avait été utilisé par les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'était au tour de La Pointe de Sarène d'assurer les déplacements du chef de l'État du Sénégal. En 2010, l'État du Sénégal avait racheté l'avion de Nicolas Sarkozy, un A319 CT CJ moyen courrier, entré en service en 2002 à 32 millions d'euros, soit un peu plus de 21 milliards de francs CFA. L'information avait été donnée par l'Élysée. L'appareil avait été par la suite acheminé à Bordeaux en France pour y être réaménagé. Cette remise en état avait coûté 18 milliards de francs CFA, selon aussi une bonne partie des Sénégalais qui avaient réagi sur les réseaux sociaux après les propos du chargé de communication de la présidence. Les priorités étaient ailleurs que dans l'achat d'un nouvel avion présidentiel qui coûtait 39 milliards de francs CFA aux contribuables. Et pourtant, la Pointe de Sarène a plusieurs fois été immobilisée pour révision. Macky Sall, qui rentre au Sénégal sans l'avion de commandement, c'était arrivé un dimanche quand il revenait d'un sommet de la CEDEAO avec un crochet sur Ouagadougou où l'appareil de son homologue nigérian l'avait ramené. Sur Dakar, la Pointe de Sarène avait également été immobilisée pour révision. Ce jour-là, le président Macky Sall rentrait de Congo par un autre Airbus. Cet avion, vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques, selon le porte-parole du gouvernement et ministre des collectivités territoriales et du désenclavement Omar Gueye, sera remplacé le 16 juillet prochain par un nouvel avion de commandement présidentiel, le A320 Neo 9 de 60 milliards dont le contrat d'achat a été signé depuis juin 2009. Le A320 Neo, nouvelle option moteur, est de la famille d'avions A320 monocouloir, la plus avancée et la plus économe en carburant au monde. Un avion de luxe qui peut transporter jusqu'à 220 passagers. Contre toute spéculation des terres de la lagune de Mbaling, les populations de Mbour battent le pavé. Ils soulignent que ces terres font l'objet de multiples agressions. Elles ont adressé au préfet du département une liste de doléances pour sauvegarder la lagune de Mbaling, nous dit Tchernodaf. Les populations de Mbour s'opposent à toute spoliation foncière sur la lagune de Mbaling. Nous voudrions vous soumettre nos préoccupations et solliciter votre intervention au sujet des agressions répétées de l'assiette foncière de la lagune de Mbaling. Selon les populations, cette lagune qui est une propriété de l'État fait face depuis quelques années à des agressions répétées. Depuis quelques années, nous constatons des tentatives répétées de morcellement à certains endroits de l'assiette foncière de la lagune de Mbaling, alors que la lagune relève du domaine public naturel conformément aux dispositions de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État. Pour mettre un terme à pareille situation, les populations mettent entre les mains du préfet une série de doléances. Nous avons encore constaté de nouveaux morcellements et des débuts de travaux de construction sur l'assiette foncière de la lagune de Mbaling. Nous sollicitons votre intervention en vue de l'annulation de toutes les attributions de parcelles sur l'assiette foncière de la lagune de Mbaling, le retrait de toutes les bornes de parcelles implantées sur l'assiette foncière de la lagune de Mbaling, la démolition de tous les travaux de construction réalisés sur l'assiette foncière
de la lagune de Mbaling, la délimitation et la protection de l'assiette foncière de la lagune de Mbaling, le dragage et l'aménagement de la lagune de Mbaling. Les populations accusent par ailleurs le maire de Mbour d'être le seul et unique responsable de cette spoliation. Ce dernier nie tout en blanc. Mbour, Thierno Daf, Walfadri. Mor Ngom, dans le collimateur de ses administrés, il l'accuse de vouloir faire main basse sur 65 hectares de leur terre. Ces populations qui ont investi la rue se disent prêtes à tout pour défendre leur patrimoine. Correspondance Mamadou Mokhtar Sarr. Le ministre Mor Ngom, maire de la commune de Ndangalma, dans le collimateur des populations du village de Gat, il l'accuse de vouloir faire main basse sur 65 hectares de leur terre pour l'implantation d'une usine. Le village de Gat est inquiet. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre nos 65 hectares, ce qui n'est pas du tout normal. Ils veulent implanter une usine de 82 hectares. Ça, c'est impossible. C'est concernant l'usine Agropole qu'on a voulu installer dans nos terres. Vous savez que la distance qui sépare Gat et Nguitch, c'est 1 km 500. La distance qui sépare Gat et Tablongoran, c'est 1 km 200. Et quand on veut installer une usine qui va quand même occuper plus de 60 hectares, ça pose problème. Vous avez Gat en quelque sorte plus de 5000 demandes depuis 5 ans et que la mairie refuse quand même de nous céder ces parcelles. Ces populations qui ont marché plus de 4 km se disent prêtes à tout pour défendre leur seule source de revenus, quitte à y laisser leur vie. Cette usine ne sera jamais implantée sur cette terre. Sinon, à condition que nous allons tous mourir et après ils vont installer ça. C'est un dossier à haut danger, un dossier à haut risque, un dossier de cimetière. Nous, on est prêts à mourir. On est prêts à mourir là, 1 mètre carré. Je dis bien. Ces populations du village de Gat qui interpellent directement le président de la République Macky Sall ont déjà engagé une bataille mystique. C'est au président de la République de laisser les 65 hectares de la commune de Ndangalma. On lui a dit que cette terre-là est susceptible. Que toute cette terre-là tombe dans ta tombe. suuf si nañu ko bàyyeek ñun képp ku ci ñëw taxaw ci def ci la kasudut noona wallahi doo ko fekke. Nos tentatives pour joindre le maire de Ndangalma Mor Ngom sont restées vaines. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les populations de Boun, Darou, Misset ont marché. Elles réclament l'érection de leur terroir en commune. Ces manifestants interpellent les autorités. Théodore Semedo. Boun et ses environs dans la rue pour réclamer l'érection de leur village en commune sous escorte de la gendarmerie. Nous avions décidé aujourd'hui de faire notre marche dans le cadre du découpage administratif de la région de Dakar. Dans la commune de Keur Massar, l'État a proposé la création de 2 communes, à savoir la commune de Aïnoumadi et la commune de Keur Massar. Keur Massar faisant 25 km², nous réclamons la création d'une 3e commune, la commune qui regroupe les localités de Boun, village traditionnel, les Parcelles Assainies et Darou Misset pour avoir une 3e commune. Ce que nous voulons est que Boun village, avec les Parcelles Assainies et Darou Misset, unis ensemble, soit érigés en commune. C'est ce que nous demandons à l'État. Pour ces populations, cette doléance, devenue une forte demande sociale, doit être résolue pour avoir été promise par le président de la République en vue de mettre fin au retard accusé par Boun à tous les niveaux, car oublié dans les politiques de développement local et disloqué entre 3 communes. Nous ne demandons pas la création de communes non viables, non porteurs de développement. Nous voulons seulement la création d'une commune de Boun parce que Boun est un village historique. Et nous, des Parcelles Assainies, les populations de Darou Misset, nous acceptons que cette 3e commune porte le nom de la commune de Boun. Nous manquons de tout. L'État n'a absolument rien investi dans cette localité. Absolument rien du tout. Ce que nous avons, c'est grâce à la détermination des populations et nous demandons au président Macky Sall, parce que lorsqu'il faisait sa visite de campagne électorale, il avait promis d'ériger le village de Boun en commune. Nous lui rappelons cette promesse, que cette promesse soit tenue. Créé dans les années 1700, Boun, qui demeure actuellement le seul village traditionnel lébou à ne pas être érigé en commune, peine aujourd'hui à émerger, au grand regret de ses habitants qui ont décidé de prendre leur destin en main par le dépôt d'un mémorandum sur la table de l'État du Sénégal pour l'érection de leur terroir en commune. Théodore Semedo, Boun, Walfadjri.
Aucun pays ne peut se développer sans une bonne politique de décentralisation. Parole de Kabirou Mbodj, âgé aujourd'hui de 97 ans. L'ancien maire de Pikine souligne que le problème actuel des collectivités locales se situe dans le choix de ses gestionnaires. Kabirou Mbodj est interrogé par Théodore Semedo. Le développement ne se fera que par la décentralisation. Je suis allé à la Garde vers les années 60, mais c'était une bourgade de rien du tout. Mais c'est avec la décentralisation que la France s'est développée, l'arrière-pays, etc. Parce que tous les jeunes allaient à Paris. Moi, je constate que la décentralisation a quand même produit un effet de développement indéniable. Peut-être les jeunes ne connaissent pas. Moi, quand je venais ici à Pikine, c'était peut-être... il n'y avait que Taliboumat. En 1957, il y avait 3 écoles. Mais Pikine, maintenant, comparé. Il n'y avait pas Guédiawaye. À Guédiawaye, c'était la brousse. Le découpage était quand même avec une connotation politique. Ça, il faut le reconnaître honnêtement. Et je peux dire que moi, j'étais à la base de cela. Les équipements marchands, parce que c'est les équipements marchands qui sont source de recettes. L'acte 3, il y a eu quelques problèmes. Mais malheureusement, au Sénégal, on ne voit que le mauvais côté. Non, pas l'aspect positif. Va à Sandiara. Mais il a transformé une petite bourgade de quelques cases de trucs en une ville moderne presque maintenant. Et ailleurs, il y a de bons maires. C'est-à-dire, ce qu'il faut, ces maires-là, il faut trouver de bons maires. Tout le problème est un problème d'homme. Érection de Kermassar en département. Le village traditionnel dit oui, mais s'oppose à la délimitation géographique. Notables, autorités coutumières et anciens maires se liguent pour demander à l'État de rectifier le tir. Nous aurons la réaction de ces habitants de Kermassar dans nos prochaines sessions d'information. Parlons du maire de Louga qui bat le rappel des troupes. Moustapha Diop a réuni ses partisans en vue des prochaines joutes électorales. Il a en profité pour annoncer de nouveaux chantiers dans la capitale du Ndiambour. Omar Kairé. C'est avec plaisir que... Héros à l'entrée de la capitale du Ndiambour, le maire Moustapha Diop s'est donné un bain de foule sur tout son trajet. Au quartier Tchornan, c'est la CAM Convergence autour de Maki, section Louga, qui l'attendait par un meeting qui entre dans le cadre de la remobilisation de ses troupes dans la perspective des locales. Et sur place, le maire ne tardera pas d'annoncer de nouveaux chantiers dans la ville. Nous avons déjà réhabilité certaines routes qui se trouvent dans la commune. Il nous reste maintenant la route de Koki et celle qui se situe sur l'avenue Lieutenant Diop, de même que l'axe qui relie la gare au passage à niveau. Une mission va venir à Louga le mardi 25 mai pour le démarrage des travaux. Après ce rassemblement à Tchornan, Moustapha Diop s'est ensuite rendu au meeting organisé par la coordination de la paire de montagne. Occasion saisie pour revenir sur la polémique née du projet de construction de cantines à la place Yassine Boubou, projet que l'édile continue de soutenir. Ces cantines sont construites dans le seul but d'augmenter les recettes municipales afin de bien développer la commune. Nous allons par la même occasion y installer les commerçants pour qu'ils puissent travailler dans la quiétude. Pour les espaces verts, rassurez-vous, parce que nous sommes en train de mettre en place 8 jardins publics dans différents quartiers pour l'embellissement de la commune. Moustapha Diop a par la même occasion doté les femmes des GPF de montagne et de Tchorna qui lui sont affiliées d'importants lots d'équipements. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Nous vous en parler tantôt. Érection de Kermassar en département. Le village traditionnel dit oui, mais s'oppose à la délimitation géographique. Notables, autorités coutumières et anciens maires se liguent et demandent à l'État de rectifier les tirs. Écoutons-les avec Théodore Semedo. C'est avec plaisir que nous avons accueilli la nouvelle concernant le découpage administratif de la commune de Kermassar. En effet, au-delà de l'acte administratif, ce découpage répond à une vieille doléance des populations et entre dans une logique de territorialisation cohérente et pertinente. Le collectif qui regroupe l'ensemble des sensibilités religieuses, coutumières, politiques et associatives s'en réjouit et vous réitère ses remerciements. Toutefois, nous attirons votre attention sur le cas du village traditionnel de Kermassar, dont la cohésion et l'unité doivent être préservées. À cet effet, nous souhaiterons que le village soit épargné
de la division administrative compte tenu de sa spécificité géographique, sociale et historique. Tout ce qu'on demande au président de maintenir le village traditionnel avec les statuts d'un village traditionnel. Je vous dis, cette délimitation date de 58. Mais nos premiers nés sont 1894. Mam Amadou Diop est né ici, son père est né ici, son grand-père est né ici. Donc Keur Massar date de très longtemps. Ce que nous souhaitons tout simplement, que le village traditionnel de Keur Massar ne soit pas saucissonné, que le village traditionnel de Keur Massar ne sera pas découpé. Nous sommes d'accord sur la départementalisation, nous sommes d'accord sur le découpage, parce que nous, en tant que population, c'est nous qui l'avons souhaité, c'est nous qui l'avons voulu avec le président de la République. Tout ce qu'on demande, c'est ce que demandent les populations de Keur Massar, le village traditionnel de Keur Massar soit épargné. Parce que si vous avez constaté, toutes les infrastructures, que ce soit l'école, le centre, le stade, la maternité, le poste de santé, la mairie, toutes ces infrastructures sont réunies dans le même coin. Et on nous dit que toutes ces infrastructures-là est maintenant dans l'autre commune que la commune de Aïnomadi. Vous voyez que c'est des incohérences, c'est une injustice et nous demandons simplement que l'injustice soit rectifiée, c'est tout. 133e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Pour la deuxième année consécutive, les fidèles chrétiens l'ont célébré autrement à cause de la pandémie de Covid-19. Le thème de cette édition est « Avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité ». Réaction de quelques fidèles avec Fatou Bintou Diouf. Voilà, comme vous le savez, dans cette 133e édition du pèlerinage marial de Popenguine, vu que la situation sanitaire ne nous permet pas de faire les grands rassemblements, raison pour laquelle nos pères évêques ils nous ont recommandé de vivre ces moments en paroisse. Que l'année dernière, on n'avait même pas eu la possibilité d'avoir une messe. Et on n'a pas eu Popenguine. Cette année, on a pu obtenir la messe en paroisse, qui est une nouveauté parce que ça nous permet de revivre Popenguine. Même si on n'est pas allé à Popenguine, ce qu'on a vécu ici, c'est comme si nous étions à Popenguine. Les chants les ont montrés, l'homélie l'a montré, les textes l'ont montré, l'engagement et le nombre de personnes qui sont venues l'ont montré. Le thème qui a été développé de Marie avec Joseph, c'est un thème extrêmement important. On a fait ressortir les éléments importants de la famille. Très fort, et on souhaite à tous les jeunes et tous les célibataires de se marier et de ne pas être ni des homosexuels ni des lesbiennes parce que c'est vraiment pas conforme à notre religion. Le message de Abbé Victor en parlant de Marie, les vertus de Marie, en parlant des vertus de Joseph et de dire comment on peut combiner les deux peuvent nous permettre de remettre le mariage à sa juste valeur. Et en plus, cela permet de faire découvrir les différentes vertus que chacun de nous devons avoir devant les situations auxquelles nous vivons. Parce que le dialogue islamo-chrétien, nos pères, nos grands, nos aïeux ont prié pour le dialogue islamo-chrétien. Cheikh Ahmadou Bamba, Aladji Malick Sy, Serigne Seydou Nourou Tall, ñoom ñu ñaan nañu pour jàmm sax ci Sénégal. Nañu ñaan jàmm jooju ak chrétiens et musulmans. Parce que ku am parents chrétiens rek am nga parents musulmans kon ñun ñëpp benn soo ci see ak def si la. Pour raffermir les liens entre musulmans et chrétiens, l'imam Ratib de la mosquée Missira de Grand Yoff a assisté à la messe à la paroisse Saint-Paul, un geste qui consiste à promouvoir le dialogue islamo-chrétien. Imam Aliou Sow au micro de Fatou Bintou Diouf. Waaw loolu dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, j'ai assisté à la messe parce que ici à Grand Yoff, vous n'êtes pas sans savoir que musulmans et chrétiens ne font qu'un. Donc pour promouvoir le dialogue islamo-chrétien, j'ai répondu à l'invitation des fidèles chrétiens. Donc j'interpelle tous les Sénégalais de ne pas semer la discorde entre ces communautés car notre pays a toujours été un pays où chacun respecte le choix de l'autre. Agression mortelle de la jeune Congolaise Lotali Moley, ses compatriotes n'en reviennent toujours pas. Ils disent même qu'ils ont peur de circuler dans les rues de la capitale. Ces Congolais ont confié leurs craintes à notre reporter Moussa Sen.
L'agression subie par la jeune Congolaise Lotali Molette la semaine dernière plonge la communauté congolaise établie à Dakar dans l'angoisse et la consternation. Certains d'entre eux ne se sentent plus en sécurité et se disent traumatisés par ce drame. Kima Veronica est d'origine congolaise. Oui, on se sent plus du tout en sécurité. On se dit que ce qui est arrivé à notre sœur, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. Ça fait peur, mais ça nous touche psychologiquement, on est traumatisé. Elle ajoute que certains parents ont même envie de faire retourner leurs enfants. Il y a même des parents qui sont en train d'envisager de faire partir leurs enfants également, parce que c'est pas facile ce à quoi on fait face en ce moment. Evan Kelly est congolais qui réside à Dakar depuis quelques années. Il est aussi le coordonnateur des Congolais de Dakar. Ils sont en insécurité, donc c'est un problème qui touche toutes les communautés qui résident dans ce pays. Mais bien entendu, nous savons aussi que les étrangers peuvent parfois être, comme quelqu'un le disait, une cible privilégiée des agresseurs. Malgré ce drame, la communauté congolaise estime qu'il ne faut pas trop se laisser gagner par la peur. Mais on ne devrait pas en fait laisser la peur prendre le dessus. On devrait plutôt essayer de dénoncer de plus en plus de choses, parce qu'il faut se dire la vérité, les étrangers en général, les étudiants étrangers surtout, on est très souvent la cible. Et nous sommes inquiets, mais il ne faudrait pas que nous puissions laisser la place à la peur.